34 et 9, 3, 7, 8, 56. Veux-tu être assez bon? Laura, un instant, toi. 66, 71, 84, 89, 92, 100. Et qu'est-ce qu'il y a? Je te dérange? Pas du tout. Tu veux de l'argent pour le ménage, je suppose? Oui, de l'argent pour le ménage. Pose les factures là, je les examinerai dans un instant. Les factures? Bah oui. Tu as maintenant besoin des factures. Bah naturellement, j'ai besoin des factures. Nos affaires sont en fort mauvais état, et si un jour on veut obtenir un arrangement, il faudra présenter des factures. Autrement, on peut être condamné comme débiteur négligent. Si nos affaires sont en mauvais état, ce n'est pas de ma faute. Eh bien, nous allons voir ça en examinant les factures. Si le fermier ne te paye pas son fermage, ce n'est pas de ma faute. Qui m'a chaudement recommandé ce fermier? Toi. Pourquoi m'as-tu chaudement recommandé un tel propre à rien? Et pourquoi as-tu, toi, engagé ce propre à rien? Parce que si je ne l'avais pas engagé, je n'aurais pu ni manger en paix, ni dormir en paix, ni travailler en paix. Voilà pourquoi je l'ai engagé. Et si je ne l'avais pas engagé, je serais aujourd'hui dans une maison de fous, ou bien couché dans un caveau de famille. Bon allez, voici l'argent pour le ménage et voici ton argent de poche. Quant aux factures, tu me les donneras plus tard. Merci 1000 fois. Ajouteras-tu aussi aux factures les sommes que tu dépenses en dehors du ménage? Cela ne te regarde pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Cela me regarde aussi peu, sans doute, que l'éducation de mon enfant. Écoute, alors celle-ci. Ton enfant. Ouais, intéressant. As-tu pris une décision pour Bertha? Bertha ira en pension à la ville, elle partira dans 15 jours. Et la mère n'a pas son mot à dire? Non, elle a légalement vendu son droit d'aînesse, moyennant quoi le mari prend en charge ainsi que son enfant. Ah oui, d'accord. Alors, elle n'a aucun droit sur son enfant? Aucun. Quand une marchandise a été vendue, on ne peut pas la reprendre. Et on ne peut garder l'argent par-dessus le marché. Mais si le père et la mère sont d'accord pour... Et comment serait-ce possible? Je veux que ma fille aille en ville, et toi, tu veux qu'elle reste à la maison. La solution arithmétique serait qu'elle reste à la gare, à égale distance de la ville et de notre maison. Tu vois bien que le problème est insoluble. Alors, j'attends ton verdict. Le verdict est prescrit par la loi. La loi ne dit pas tout. Et que ne dit-elle pas? La loi ne dit pas qui est le père de l'enfant, par exemple. Ah non, mais il est généralement facile de le savoir. Les gens avisés prétendent qu'on ne peut rien savoir en ce domaine. Ah, voilà qui est extraordinaire. Ainsi, on ne peut pas savoir qui est le père de l'enfant. Il paraît que non. Ah, voilà qui est intéressant. Et dans ce cas, comment le père peut-il avoir tant de droits sur l'enfant? Il ne les a que s'il assume ses responsabilités ou si ses responsabilités lui sont imposées. Et puis en mariage, aucun doute n'est possible sur la paternité. Aucun doute n'est possible? Non, du moins je l'espère. Et si la femme a été infidèle? Ce n'est pas le cas en l'occurrence. As-tu encore une question à poser? Non.
Alors, je monte dans ma chambre. Je t'en prie, sois assez bonne pour me prévenir quand le docteur arrivera. Entendu. Laura! Oui, mère. Mon thé est-il prêt? Oui, oui, je te l'apporte tout de suite. Bonjour, madame. Soyez le bienvenu, docteur. Vraiment, soyez le bienvenu chez nous. Le capitaine est sorti, mais il revient tout de suite. Excusez mon retard, mais j'avais des malades à visiter. Asseyez-vous. Je vous remercie, madame. Oui, 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 il y a beaucoup de malades en ce moment. Mais j'espère que vous vous plairez quand même ici. En tout cas, il est très important pour nous, qui vivons retirés en pleine campagne, d'avoir un médecin réellement attentif. Vous êtes trop aimable, madame, mais je veux espérer que mes visites professionnelles ne seront pas trop fréquentes. On se porte généralement bien dans votre famille. Oui. Par bonheur, les maladies aiguës nous ont toujours été épargnées. Pourtant, tout ne va pas comme on le souhaiterait. Vraiment? Hélas. Mais vous m'effrayez. Eh oui, mais il y a dans chaque famille des choses que la décence vous contraint de cacher aux yeux du monde. Mais pas à ceux de votre médecin. Et c'est pourquoi j'ai le pénible devoir de tout vous dire dès le premier instant. Mais ne pourrions-nous pas retarder cette conversation jusqu'à ce que j'ai eu l'honneur d'être présenté au capitaine? Non, vous devez m'écouter avant de le voir. C'est donc de lui dont il s'agit. Hélas, oui. De mon pauvre et cher mari. Ben, vous m'inquiétez, madame. Mon mari est atteint d'aliénation mentale. Mon Dieu! Mais que dites-vous là? Voilà, maintenant vous savez tout. Vous n'aurez plus qu'à juger vous-même. Mais j'ai lu avec beaucoup d'admiration les remarquables essais du capitaine sur la minéralogie. Je l'ai toujours considéré comme un esprit solide et clairvoyant. Vraiment. Mais je serais heureuse, que nous, ses proches, ne nous soyons trompés sur son compte. Mais il arrive aussi qu'un esprit très avisé en un domaine précis soit dérangé par ailleurs. C'est bien ce que nous craignons. Expliquez-vous, enfin je vous en prie. Ah, voilà. Ah. Il lui vient de temps en temps des idées très bizarres. Bien sûr, un savant est souvent maniaque. Seulement ces idées-là sont pour nous une menace. Oui, elles risquent de ruiner sa famille. Par exemple, trouvez-vous normal qu'un homme puisse voir au microscope ce qui se passe sur une autre planète? Mais dit-il vraiment qu'il en est capable? Oui, il le dit. Au microscope? Ah oui, au microscope. Eh bien, s'il en est ainsi, son cas est assez grave. S'il en est ainsi, vous n'avez donc aucune confiance en moi, docteur? Moi, qui vous initie au secret de ma famille? Mais si, bien sûr, si. Votre chagrin me touche profondément, chère madame, et je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'atténuer. Mais après ce que j'ai entendu, je vous demanderai instamment d'être prudente. Vous comprenez? Autrement dit,
Je dois éviter d'éveiller les soupçons. Exactement. Bien, bien. J'ai compris. Oui, oui. Ah, je vous prie de m'excuser. Ça sonne dans la chambre. Ma mère veut me dire quelque chose. Je vous laisse un instant. Oh, mais quelle affaire! Très inquiétant tout ça. Ah, docteur. Vous êtes déjà là? Hey, soyez bienvenue chez nous. Croyez, capitaine, que je suis très heureux et très flatté de faire la connaissance d'un savant aussi renommé que vous. Je vous en prie. Mon service ne me permet malheureusement pas de pousser très avant mes investigations. Enfin, je crois cependant être sur la voie d'une découverte. Ah oui? Oui, voyez-vous? J'ai soumis des aérolithes à une analyse spectrale. Et j'y ai découvert du carbone. Trace d'une vie organique. Qu'en dites-vous? Ah, et alors, vous avez vu ça au microscope? Le diable non. Au spectroscope. Au spectroscope? Ah, excusez-moi, alors vous pourrez bientôt nous dire ce qui se passe sur la planète Jupiter. Pas ce qui se passe, mais ce qui s'est passé. Si seulement ce maudit libraire de Paris m'envoyait des livres que je lui ai commandés. Mais je crois que tous les libraires du monde entier se sont ligués contre moi. Pensez donc, depuis 2 mois, mes commandes, lettres et télégrammes sont restés sans réponse. C'est à devenir fou. Oui, effectivement, il y a là-dedans rien de plus que de la négligence habituelle. Mais vous ne devriez pas vous mettre dans de telles colères. Peut-être. Mais il reste que je ne finirai pas mon mémoire à temps. Or, je sais qu'à Berlin, un homme travaille sur le même sujet. Bon, allez, parlons de vous. Alors, vous voulez habiter ici? Alors, vous pouvez disposer d'une petite chambre dans le pavillon. À moins que vous ne préférez rester dans le logement qui vous est attribué? Oh, mais c'est comme vous le voudrez. Non, 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 non. C'est comme vous voudrez. Alors dites. Bien, s'il ne tient qu'à moi, j'habiterai ici. Bien, parfait. Je vous remercie. Je vais appeler Margrethe. Margrethe! Margrethe! Oui, Margrethe a été ma nourrice et elle s'occupe maintenant de ma fille Bertha. Margrethe! Ah, te voilà. Margrethe, écoute, mon ami. Sais-tu si la chambre du pavillon destinée au docteur est prête? Oh oui, oui, mon capitaine. Parfait. Eh bien, docteur, je ne vous retiens plus. Alors, bonsoir, capitaine. Bonsoir. Que veux-tu, Margrethe? Pourquoi restes-tu ainsi? Écoutez-moi, mon petit monsieur Adolphe. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, parle. Parle librement, Margrethe. Tu es le seul être que je puisse écouter sans me mettre aussitôt en rage. Hey, écoutez, monsieur Adolphe, est-ce que vous ne devriez pas faire quelques concessions et vous mettre d'accord avec votre femme au sujet de la petite? Oh, tu n'es pas mon ami, Margrethe. Moi, oh mon Dieu, si. Comment monsieur Adolphe peut-il dire des choses pareilles? Croit-il que je puisse oublier qu'il a été, pour ainsi dire, mon enfant lorsqu'il était petit? Mais je ne l'ai pas oublié. Tu m'as tenu lieu de mère. Tu as pris mon parti quand tous étaient contre moi. Mais maintenant que l'heure est grave, tu m'abandonnes. Et tu passes à l'ennemi. Ah, l'ennemi! Eh oui, à l'ennemi. Margrethe, en m'abandonnant, tu commets un péché. Car des intrigues sourdissent contre moi, et le docteur non plus n'est pas de mes amis, je le sens bien. Monsieur Adolphe, se méfie de tout le monde, monsieur Adolphe. Bah oui, il faut que tu m'aides. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu as entendu? Qui a crié? C'est Bertha? Papa, papa, papa! Ah, mon enfant. Mon enfant adoré, mais qu'est-ce qui t'arrive? Protège-moi, papa.
Protège-moi, Margaret. Peux-tu nous laisser un instant? Oui, monsieur Adolphe, je vous laisse. Je reviendrai plus tard. Alors, qu'as-tu, mon enfant? Hein, mon enfant bien-aimé? Allez, parle. Je voudrais bien être à la ville, loin d'ici, n'importe où. Pourvu que je puisse te voir quelquefois. Non, non, souvent, oui, j'aimerais bien te voir souvent. C'est si triste, la maison, si étouffant. Oh, mon enfant chéri. Alors, tu acceptes d'aller à la ville? Oui, oh oui. Et si maman n'accepte pas? Ah, mais Bertha est ici. Eh bien, nous allons pouvoir lui demander son avis, puisqu'il faut décider de son sort. Je pense pas qu'un enfant puisse avoir d'opinion bien pertinente sur la manière dont il doit être élevé. Mais puisque nous ne sommes pas du même avis, Bertha peut trancher la question. Bertha, laisse-nous seuls. Oui, papa. Tu redoutes son jugement? Parce que tu crois qu'il me serait favorable? Pas du tout. Je sais bien que son désir est de quitter la maison et elle va partir dans 15 jours. Tu en as parlé à Bertha? Oui, d'ailleurs, elle le souhaite également. Elle vient de me le dire. Eh bien, je vais m'appliquer à contrecarrer ton projet. Tu ne pourras pas. Je ne pourrai pas. Crois-tu donc qu'une mère consente à ce qu'on lui prenne son enfant pour la confier à des gens mal intentionnés? Qui lui apprendront que tout ce que sa mère lui a appris n'était que sottise? Amenant ainsi la fille à mépriser sa mère? Crois-tu qu'un père supporte que des femmes sans instruction, sans éducation apprennent à sa fille qu'elle a pour père un charlatan? Ah, mais pour le père, c'est beaucoup moins important. Comment ça? Parce que quoi? Parce que la mère est plus intimement liée à l'enfant. Étant donné qu'on ne peut pas savoir au juste qui est le père. Qu'entends-tu par là? Bah, tu ne sais pas si tu es le père de Bertha. Je ne le sais pas. Eh non. Ce que personne ne sait, tu ne peux pas le savoir non plus. Tu plaisantes? Ah non, je ne plaisante pas. Je ne fais que suivre tes leçons. Et du reste, qu'est-ce qui te prouve que je ne t'ai pas été infidèle? Je te crois capable de bien des choses, mais pas de celle-là. Et je crois que tu ne parleras pas de la sorte si c'était vrai. Oui, mais suppose que je dise la vérité. Suppose. Bon, allez, assez. Dans ce cas, tu n'aurais plus sur elle aucun pouvoir. Bon, il faudrait d'abord prouver que je ne suis pas son père. Ce ne serait pas difficile. Vraiment, tu veux que je te le prouve? Allez, assez maintenant. Il me suffirait de donner le nom du véritable père, de préciser le temps et le lieu. Écoute, quand Bertha est-elle née? 3 ans après notre mariage. Bon, assez. Ou bien quoi? Tu veux t'attaquer à un ennemi qui t'est supérieur? supérieur. Mais oui, supérieur. Cela peut paraître étrange, mais je n'ai jamais vu un homme sans me sentir supérieur à lui. Eh ben, tu vas trouver ton maître et tu ne seras pas près de l'oublier. Nous verrons cela. Monsieur Adolphe, qu'est-ce qui vous arrive? J'en sais rien. Mais peut-être pourrais-tu m'expliquer. Pourquoi vous, les femmes, traitez les hommes adultes comme s'ils étaient encore des enfants? Oh, je ne suis pas bien savante, mais c'est peut-être que vous êtes tous, les vieux comme les jeunes, les enfants des femmes. Alors que jamais femme ne naquit d'un homme. Et pourtant, je suis le père de Bertha. Dis, Margaret, tu me crois, hein, n'est-ce pas? Tu me crois, toi?
Oh, mon Dieu, quel enfant il fait. Oh, bien sûr qu'il est le père de son propre enfant. Mais soyez raisonnable. Non, 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 je ne veux pas être raisonnable. Que les sorcières aillent en affaire. Je vais appeler mon ordonnance. Svart! Svart! Capitaine, faites atteler le traîneau immédiatement. À vos ordres, capitaine. Adolphe, écoutez. Hors d'ici, Margaret, je veux partir immédiatement. Oh, Seigneur, protégez-nous, qu'est-ce que tout ça va donner? Je sors, inutile de m'attendre avant minuit. Oh, Jésus, Jésus, aie pitié de nous. Qu'est-ce que tout ça va donner? Alors, docteur, vous avez pu parler à mon mari? Mais d'après ce que j'ai pu déduire de ma conversation avec votre mari, la chose ne me semble pas encore absolument prouvée. En outre, vous avez commis une erreur en me disant que c'est à l'aide d'un microscope qu'il a fait ces étonnantes découvertes concernant les corps célestes. J'ai appris par le capitaine, qui est un éminent scientifique, que c'était à l'aide d'un spectroscope. Alors, je tiens donc à l'hypothèse que l'alignation mentale est peut-être mal fondée. Mais je n'ai jamais prétendu le contraire. Ah non, ma chère madame, ah non. J'ai noté notre conversation. Je me souviens de vous avoir interrogé à 2 reprises sur ce point essentiel, croyant avoir mal compris, dans ces sortes d'accusations, n'est-ce pas, qui aboutissent à remettre un homme sous tutelle. Il faut se montrer extrêmement scrupuleux. Sous tutelle? Mais oui, enfin, vous savez bien qu'un aliéné perd ses droits de citoyen et de chef de famille. Non, je ne le savais pas. Ah bah oui, un autre point aussi me paraît douteux. Le capitaine m'a dit que de toutes ces lettres au libraire étaient restées sans réponse. Alors, puis-je vous demander si vous n'auriez pas, dans les meilleures intentions du monde, mais de façon très déraisonnable, intercepté ces lettres. Mais oui, je l'ai fait. Mais il était de mon devoir de veiller sur les intérêts de la famille. Ah oui, mais excusez-moi, enfin, je crois que vous n'avez pas suffisamment mesuré les conséquences d'un tel geste. Si jamais il découvre votre secrète intrusion dans son travail, sa méfiance se trouvera justifiée. De plus, vous vous êtes ainsi mis en travers de sa volonté et son irritation va croître. Je le sais. Mais alors, vous pouvez... Il est minuit, docteur. Et il n'est pas encore entré. On peut maintenant craindre le pire. Dites-moi, chère madame, que s'est-il passé après mon départ? Je dois être au courant de tout. Il a déliré. Les idées les plus étranges lui sont venues. Il s'est mis dans la tête, figurez-vous, qu'il n'était pas le père de son enfant. Pas le père de son enfant? Mais comment cette pensée lui est venue? Mais je n'en sais rien. Il s'est soudain mis en colère et a déclaré que nul ne peut désigner à coup sûr le père d'un enfant. Dieu sait pourtant que j'ai tout tenté. Mais je crois qu'il n'y a maintenant plus rien à faire. J'ai écrit à mon frère, celui qui est pasteur, de venir pour m'aider, mais il ne répond pas. Je me sens abandonné. Non, enfin, ne pleurez pas. Non, mais je vous en supplie, ne pleurez pas. Nous allons réfléchir. Ça ne peut pas continuer ainsi. Il faut absolument faire quelque chose, sans toutefois éveiller sa méfiance. Dites-moi, le capitaine avait-il déjà eu de telles lubies? Oui, il y a 6 ans. Il a reconnu alors dans une lettre à son médecin qu'il craignait pour sa raison. Ah oui,
D'accord. Je vois que cette histoire a de profondes racines. Hein. Où croyez-vous qu'il soit maintenant? Je n'en ai pas la moindre idée. Avec ses lubies. Voulez-vous que je l'attende? Je pourrais, par exemple, prétexter une visite à madame, votre mère, qui aurait été prise d'un malaise. Oui, oui, c'est une très bonne idée. Margaret, Margaret, madame a besoin de moi? Monsieur est-il rentré? Non, mais tu vas rester ici à l'attendre, et quand il arrivera, tu lui diras que ma mère est malade et que le docteur est venu. Oui, oui, très bien. Je ferai tout ce qu'il faut. Je vous en prie, docteur, entrons dans cette chambre. Mais après vous, madame. Je vais m'asseoir et je vais lire mon livre des cantiques. Oh, bah, Bertha, mais que fais-tu ici? Chut! Tu ne diras rien, Margaret. Puis-je rester avec toi? J'ai si peur là-haut. Oh, Seigneur, la petite Bertha n'est pas encore couchée. Margaret, c'est vrai que papa est malade? Oui, mais alors nous ne pourrons pas fêter Noël. Mais s'il est malade, comment se fait-il qu'il soit debout? Ah, ben la maladie qu'il a l'oblige pas à rester couché. Oh, attention, j'entends les pas dans l'entrée. C'est sûrement le capitaine. Va dormir, mon petit. Va, ou bien il va se fâcher. Bonne nuit, Margaret. Bonne nuit, mon enfant. Allez, va te coucher. Pas encore au lit? Ah! Bertha, va te coucher. Oui, papa. Pourquoi Bertha n'est-elle pas couchée? Mais je vous attendais, monsieur Adolphe. Monsieur Adolphe, Oui, qu'est-ce qu'il y a? la mère de madame est malade. Le docteur est ici. C'est grave? Non, je crois pas. Un refroidissement, voilà tout. C'est bien. Bon, c'est bien embêtant. Ah bah tiens, voilà le docteur. Bah bonsoir, docteur. Comment va ma belle-mère? Elle n'a rien de grave, simplement une légère entorse au pied gauche. Ah bon? Il me semblait que Margaret m'avait parlé d'un refroidissement. Bon, il semble aussi que les opinions soient partagées. Allez, va te coucher, Margaret. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur. Asseyez-vous, docteur. Je vous en prie. Merci. Mon cher docteur, est-il exact qu'en accouplant un zèbre et une jument, on obtienne un poulain rayé? Oui, absolument. Ouais. Et est-il exact que si l'on accouple ensuite la jument avec un étalon, les poulains suivants aient des rayures? Oui, c'est exact aussi. Donc un étalon peut, dans certaines conditions, être le père d'un poulain rayé. Et inversement. Oui, il semblerait. Cela signifie donc que la ressemblance entre un enfant et son père ne prouve rien. Cela signifie donc que la paternité ne peut pas être prouvée. Oh, mais enfin. Vous êtes veuf, vous, non? Vous avez eu un enfant. C'est bien ça? Oui, Et vous ne vous êtes pas quelquefois senti ridicule en tant que père? Hein? Rien de plus comique, en effet, que de voir un père promenant son enfant dans la rue et de l'entendre dire « mon enfant ». Il devrait dire « l'enfant de ma femme ». Oui, n'avez-vous jamais ressenti la fausseté de votre situation? non, alors, vraiment, je n'ai jamais ressenti rien de tel. Voyez-vous, capitaine, on doit accepter ses enfants en toute confiance. De confiance, quand il s'agit d'une femme. Ouais. Dangereux. Enfin oui, Marie, il y a des femmes de toute espèce. Vos pensées prennent une tournure maladive, mon capitaine.
Vous devriez vous surveiller. Et vous ne devriez pas parler de maladie. Voyez-vous, toutes les chaudières éclatent quand le manomètre marque 100. Ouais. Mais 100 ne signifie pas la même chose pour chaque chaudière. Vous comprenez? Mais vous êtes ici pour me surveiller, je le sens. Je m'en aperçois. Vous devriez plutôt aller vous coucher. Si, ça serait mieux. Vous voyez, je suis très calme. Je suis très calme. Bonne nuit. Bonne nuit, docteur. Mais alors, bonne nuit. Bonne nuit, capitaine. Je ne peux plus m'occuper de cette affaire. Hein. Je ne veux plus m'en occuper. Hein. Bah pourquoi donc? Sommes-nous ennemis? Non, pas le moins du monde, mais il est simplement dommage que nous ne puissions être amis. Voilà, alors, bonne nuit. Je t'ai entendu, Laura. Je sais bien que tu étais derrière la porte. La porte et que tu nous épiais. Il est très tard, mais nous avons à parler. Allez, assieds-toi. Je suis allé ce soir à la poste chercher le courrier. Et là, j'ai appris que tu interceptais mes lettres. Celles que j'envoie et celles que je reçois. D'où il résulte que je perds mon temps et je suis en retard pour tous mes travaux. Mais j'ai agi dans une bonne intention. Car à cause de tes travaux, tu délaissais complètement ton service. Ce n'est pas du tout dans une bonne intention, puisque tu savais pertinemment que ces travaux me vaudraient bien plus de considération que mon service. Seulement, ce que tu voulais avant tout, c'est que jamais, au grand jamais, je ne fusse considéré. Car cela t'aurait enfoncé davantage encore dans ton insignifiance. Alors, j'ai à mon tour intercepté ta correspondance. On peut dire que tu agis noblement. Eh bien, tu te fais de ton mari une très haute idée. De toutes ces lettres interceptées, il ressort en tout cas que tu as dressé contre moi tous mes anciens amis, et cela en leur racontant les pires mensonges sur mon état actuel. Seulement écoute bien ce que je vais te dire. Ma raison, comme tu le sais du reste, n'est pas du tout menacée. Et je remplis aussi bien mes fonctions d'officier que mon devoir de père. J'exerce un contrôle sur mes sentiments, ma volonté reste intacte. Mais tu l'as rongée, ma volonté, avec tant d'obstination que bientôt les rouages vont céder. Je ne veux pas en appeler à tes bons sentiments, car tu n'en as pas. Non, tu n'en as pas. Et c'est là ta force, mais j'en appelle à ton égoïsme. Pense au moins à ton intérêt. Je t'écoute. Ton comportement a éveillé mes soupçons. Et bientôt, je sens ma clairvoyance se troublera, mes pensées s'égareront. Ce sera là cette démence que tu attends et qui peut venir d'un instant à l'autre. Mais n'as-tu pas intérêt à me voir en bonne santé plutôt que malade? Réfléchis un peu. Si je m'effondre, je perds ma situation, et alors que feras-tu? Si je meurs de mort naturelle, une pension vous sera attribuée. Tandis que si je me donne volontairement la mort, vous n'en toucherez aucune. Tu as donc intérêt à me laisser vivre. Tu me tends un piège. Naturellement. Il dépend de toi de l'éviter ou de t'y jeter la tête la première. Tu parles de te tuer, mais tu n'en feras rien. Ah, en es-tu sûr? Crois-tu qu'un homme puisse continuer à vivre s'il ne vit pour rien ni personne? Ainsi tu capitules? Non, je demande
Je demande que nous fassions la paix. Et quelles sont tes conditions? Je veux conserver ma raison. Délivre-moi de mon soupçon et j'abandonne la lutte. Mais quel soupçon? La naissance de Bertha. As-tu donc un soupçon à ce sujet? Oui, j'en ai un. Et c'est toi qui l'as éveillé. Moi? Mais oui, tu me l'as versé goutte à goutte dans l'oreille, comme de la jusquiame. Et les circonstances l'ont encore grossi. Délivre-moi de l'incertitude. Dis-moi franchement, c'est vrai et je te pardonne. Je ne peux pourtant pas prendre sur moi une faute que je n'ai pas commise. Qu'est-ce que ça peut te faire, puisque tu sais que je ne la divulguerai pas? Crois-tu qu'il y ait un seul homme au monde capable de crier sur les toits son propre déshonneur? Ben, si je te dis « ce n'est pas vrai », tu n'en seras pas convaincu. Tandis que si je te dis « c'est vrai », tu seras convaincu. Tu souhaites donc que ce soit vrai? Oui, oui, si étrange que cela paraisse, car la première hypothèse ne peut pas être prouvée, tandis que la seconde peut l'être. Ton soupçon est-il fondé sur quelque chose? Oui et non. Donc tu souhaites sans doute que je sois coupable pour pouvoir me chasser et disposer ensuite de l'enfant. Mais je ne me laisserai pas prendre à ce piège. Non mais vraiment, crois-tu que je me chargerais de l'enfant d'un autre si j'avais certitude que tu es coupable? Ah non, certainement pas. C'est pourquoi je me rends compte que tu mentais en me promettant le pardon. Laura, épargne ma raison, épargne ma raison. Tu ne comprends absolument rien à ce que je te dis. Si l'enfant n'est pas de moi, je n'ai aucun droit sur elle et n'en veux aucun. C'est bien ce que tu désires, n'est-ce pas? À moins que tu ne veuilles encore davantage. Veux-tu garder ton pouvoir sur l'enfant et ne me considérer que comme un père nourricier? Je veux le pouvoir, oui. Car enfin, de quoi s'agit-il dans cette lutte à mort? Sinon précisément du pouvoir. Ha! Bertha était pour moi la seule chose éternelle. Qu'on me la prenne et ma vie s'arrête. Qui en est le père? Toi? Non, ce n'est pas moi. J'ai travaillé comme un esclave pour toi, pour ton enfant, pour ta mère, pour tes domestiques. Je vous ai sacrifié mon avancement, ma carrière, tout cela. Je l'ai supporté sans une plainte parce que je me croyais le père de cet enfant. Et que m'as-tu offert en compensation? Tu es tout à fait fou à présent. Oui, c'est ça. C'est là ton vœu le plus cher. Que je sois fou, oui, je sais. Je te jure sur la tête de ce qui m'est le plus cher au monde, que tu es le père de Bertha. Pourquoi ce serment? Je t'en supplie. Au nom de tous nos souvenirs évanouis. Je t'en supplie comme le blessé supplie qu'on lui donne le coup de grâce. Dis-moi tout. Ne vois-tu pas que je suis désarmé comme un enfant? Je ne te demande qu'une chose. La pitié qu'on accorde à un malade. Je dépose à tes pieds tout ce qui constitue mon pouvoir. Simplement, laisse-moi vivre. Tu pleures? Toi, un homme? Eh oui, je suis un homme et je pleure. Un homme n'a-t-il pas des yeux? N'a-t-il pas aussi des mains, des sens, des inclinations, des passions? Ne se nourrit-il pas comme une femme?
Pourquoi un homme ne devrait-il pas pleurer? Te rappelles-tu, je suis entré dans ta vie comme une seconde mère. À ton corps de géant manquaient les nerfs. Tu étais comme un enfant né avant terme, ou alors venu au monde sans qu'on l'ait désiré. Oui, c'est comme ça que j'étais. Eh bien, c'est là ton erreur. La mère était ton amie, mais la femme, ton ennemie. Car l'amour entre les sexes, c'est le combat de la haine. Ne crois pas que je me sois donné à toi. Non, j'ai rien donné. Je ne t'ai rien donné. J'ai toujours pris ce que je désirais. Voilà tout. Seulement, c'était toi qui avais la suprématie, je le sentais bien. Non, la suprématie, c'était toi qui l'avais. Et aussi le don de m'hypnotiser, si bien que je devais t'obéir en toutes choses. Tu m'aurais fait prendre une pomme de terre pour une pêche. Mais un jour, la révolte m'a saisi. Et j'ai voulu me réhabiliter par un acte glorieux, une découverte extraordinaire. Je me suis jeté éperdument dans des recherches scientifiques. Et maintenant que j'étends le bras pour cueillir les fruits de mes travaux, voilà que ce bras, tu me le coupes. Maintenant j'ai perdu jusqu'à l'honneur. Et je ne peux plus vivre désormais, car un homme ne peut pas vivre sans honneur. Une femme le peut-elle? Oui, et oui, car elle a ses enfants et l'homme, lui, ne les a pas. Nous les hommes, nous vivons inconscients comme des enfants, la tête pleine d'illusions et de rêves, et c'est seulement ensuite que nous nous réveillons, les pieds sur l'oreiller, et celui qui nous éveille, il est lui-même un somnambule. Quand les femmes vieillissent, tu sais, et deviennent vraiment femmes, elles commencent à avoir de la barbe au menton. Mais je voudrais bien savoir ce que les hommes acquièrent quand ils vieillissent et deviennent vraiment des hommes. Tu aurais dû être poète. Peut-être. En tout cas, je tombe de sommeil et si tu as encore des histoires fantastiques à me raconter, garde-les pour demain. Encore juste un mot. Tu me détestes? Oui. Parfois, lorsque tu es un homme. Ah. Mais c'est une haine raciale. Alors, dans le combat qui nous oppose, l'un de nous doit succomber. Eh oui, le plus faible, naturellement. Et le plus faible, c'est toi. Ah, as-tu déjà tous les pouvoirs, alors? Et même les pouvoirs légaux. Puisque demain, je peux te mettre sous tutelle. Sous tutelle? Oui. Et j'éduquerai ma fille comme je l'entends, sans me soucier de tes divagations. Ah oui? Et comment payeras-tu cette éducation si je ne suis pas là? Avec ta pension. Et comment pourras-tu me mettre sous tutelle? En vertu de cette lettre que voici, dont une copie certifiée conforme se trouve déjà au tribunal. De quelle lettre s'agit-il? De cette lettre dans laquelle tu avouas il y a 6 ans toi-même ta folie au médecin. Une lettre que tu écrivis. Tu as maintenant accompli ta tâche, inévitable, hélas, de père et de tuteur. On n'a plus besoin de toi. Tu peux t'en aller. Va-t'en, puisque tu ne veux pas admettre que mon intelligence est à la hauteur de ma volonté. Mais tu es un monstre! Tu es un monstre! Que fais-tu? Arrête! Que vas-tu faire avec cette lampe? Arrête! Non! Bonsoir, Laura. Bonsoir, Jonas.
Mon frère est finalement venu au secours de sa sœur. Ah oui, je te prie de m'excuser, je n'ai pas pu venir plus tôt. J'ai été retenu par le jeune Nudge. Le soldat de mon mari. Oui, il a engrossé une fille. Elle ne veut pas reconnaître, sous prétexte que nul ne peut prétendre que c'est lui le père. Quelle idée! La fille pourra toujours mettre son enfant à l'assistance. Oui, mais enfin lui va être renvoyé du régiment. Eh ben. Bon, eh bien, je voudrais pas être dans la peau d'un magistrat qui jugera cette affaire. Tu m'as appelé pour de bien tristes événements qui ont lieu alors en mon absence, paraît-il. Eh ben. Oui, mon frère. C'est horrible. Moi, j'ai le sentiment que tu es sorti de tout cela sans grand dommage. Ah, Dieu merci. Mais songe ce qui aurait pu arriver. Mais enfin, dis-moi, comment cela a-t-il commencé? Ça a commencé par cette effrayante idée qui a pris Adolphe qu'il ne serait pas le père de Bertha. Ah, décidément. Et ça a fini par la lampe allumée qu'il m'a lancée en pleine figure. Mais c'est de la folie furieuse, tout simplement. Enfin, que veut-il faire? Empêcher à tout prix que se reproduisent de nouveau des actes de violence. Le docteur a envoyé chercher à l'hôpital une camisole de force et j'ai prévenu le colonel de la situation. J'essaie également de me renseigner sur la situation matérielle qu'il a effroyablement négligée. C'est une histoire bien affligeante. Mais je m'y attendais un petit peu. Le feu contre l'eau, n'est-ce pas? Ça devait bien entraîner des complications. Que cherches-tu dans ce tiroir? Regarde tout ce qu'il a caché ici. Ah mais mon Dieu. Mais il a mis ta poupée et aussi ton bonnet de baptême. Oh, et le hochet de Bertha, et tes lettres. Oh, et ton médaillon, regarde. Ah mon Dieu. Il a dû t'aimer beaucoup, Laura. Laura, moi je n'aurais jamais conservé des objets pareils. Je crois en effet, qu'il m'a beaucoup aimé. Mais le temps change tellement les choses. Mais qu'est-ce donc que ce grand papier, là? Tiens. Ah. L'acte d'achat du caveau de famille. Oui, vaut mieux la tombe que la maison de fou, n'est-ce pas? Dis-moi, Laura. N'as-tu aucune faute à te reprocher dans cette affaire? Est-ce ma faute si un homme devient fou? Mais qu'est-ce que tu oses insinuer? Non, mais tu peux pas nier que tout ça va dans le sens de tes désirs, hein? Ne voulais-tu pas élever ton enfant toute seule? Mais je ne comprends pas. Ah, je t'admire. Tu m'admires. Ah oui. Un bon petit assassinat bien légal. Quelle trouvaille! Tu racontes n'importe quoi. Tu entends comme il s'agite là-haut? Tu l'entends? Mais que fait-il d'ailleurs? Il scie du bois. Du bois? Ah bah tu l'as mené à bout alors. Prends garde, cet homme est déchaîné. Et il pourrait bien te clouer entre les planches qu'il scie. Ah, voici le docteur. Docteur, soyez le bienvenu, docteur. Bonsoir, bonsoir, monsieur Pasteur. Ah, je suis enchanté de faire votre connaissance. Oh, bah moi de même. Vous allez m'aider, docteur, n'est-ce pas? Vous entendez le raffut qu'il fait là-haut? On dirait qu'il scie quelque chose. Voyez bien qu'il est devenu fou. Mais en effet... Vous êtes convaincu à présent? D'autant plus convaincu que vous avez été victime de voies de fait. Reste maintenant à savoir
si sa brutalité était une manifestation de colère ou de démence. Madame, il dépend de vous. Il dépend de vous que votre mari aille en prison comme criminel ou dans une maison de fous comme responsable. Qu'en pensez-vous? Difficile de répondre à cette question. Mais vraiment, vous n'avez pas d'opinion là-dessus. Et qu'est-ce qui vaut le mieux dans l'intérêt de votre famille? Votre avis, monsieur le pasteur? Oh, bon, moi je ne sais que vous dire, il y aurait un scandale dans les deux cas. Mais si on le juge seulement pour ses voies de fait, il peut très bien recommencer demain. Eh oui, il va en prison. S'il va en prison, il sera bientôt libéré. Semble donc plus avantageux pour tout le monde, enfin, qu'il aille immédiatement à l'asile. Où est la nourrice? La nourrice, pourquoi? Mais c'est elle qui mettra cette camisole de force que j'ai apportée pour le malade. Si je parle à Margaret et lui confie cette mission, elle devrait accepter. Pouvez-vous appeler la nourrice? Margaret, venez s'il vous plaît. Oh, quelle pitié. Vous m'avez appelé, madame? Oui, le docteur va vous expliquer comment nous allons procéder avec le capitaine. Oui, nous devons, pour des raisons de sécurité ponctuelles, procéder à l'immobilisation du capitaine. Est-il vraiment devenu si dangereux? Il pourrait le devenir pour sa femme. Nous devons la protéger. Ben alors, que faut-il faire? Regardez, Margaret. Vous vous mettrez derrière le capitaine et lui passerez cette veste au moment où je le jugerai nécessaire pour éviter un accès de violence. Vous voyez, elle a de longues manches qui doivent entraver ses mouvements. Hein. Elle se boutonne dans le dos. On passe les courroies dans les boucles et on attache au dossier d'une chaise ou au canapé, hein, c'est égal, comme ça se trouve. Alors, acceptez-vous de nous aider? Oh non! Oh non, monsieur le docteur! Ça, je ne peux pas, je ne peux pas! Mais pourquoi le feriez pas vous-même, docteur? Mais parce que le malade se méfie de moi. De vous aussi, du reste, chère madame, sans quoi, logiquement, je vous chargerais de la chose. Enfin, mais vous, monsieur le pasteur, peut-être que... Oh, non, 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 merci bien. Nous pourrions demander à Nudge, le soldat de l'escadron du capitaine. Il a déjà remis la lettre que je lui avais donnée. Oh non, 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 il ne faut pas qu'il le touche. Il lui ferait du mal. C'est un homme brutal. Non, je ne veux pas que l'on fasse du mal au capitaine. J'aime encore mieux le faire moi-même, mais doucement, tout doucement. Je ne veux pas qu'il ait mal. Je pourrais rester à la porte et m'aider si j'ai besoin d'aide. Ça, je veux bien qu'il le fasse. Vous entendez? C'est le capitaine. Il descend l'escalier. Oh là là, Laura, mettez la camisole sur la chaise et votre châle par-dessus. Voilà. Et maintenant, Margaret et Laura, sortez par cette porte. Le pasteur et moi, nous allons le recevoir. Alors, allez, tout le monde dehors. Seigneur Jésus, protège-nous. Ah, ben voilà, tout est là dans ces livres. Ah! Je ne suis donc pas fou! Ah, te voilà, Jonas. Tu es là. Et vous aussi, docteur, naturellement. Capitaine. Silence. Je ne veux même pas vous parler à vous. Car je ne veux pas vous entendre dire qu'il y a là-dedans, dans ma tête, quelque chose qui ne va pas. Là-dedans. Comprenez-vous? Écoute, Jonas. Crois-tu être le père de tes enfants? Non mais je me souviens que tu as hébergé un jeune précepteur très agréable de sa personne. Et s'il faut en croire les médisances... Adolphe, prends garde à ce que tu dis. Oui, 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 ce ne sont là que des médisances. Mais Seigneur, il y en a trop des médisances.
Ne sommes-nous pas, nous autres maris, des idiots grotesques? Tous! N'est-ce pas, docteur? Vous ne voudriez pas changer de sujet, capitaine? Voyez-moi ça. Voilà, dès que je me mets à parler de cornes, il veut que je change de sujet. Sais-tu, beau-frère, que ton attitude pourrait être assimilée à de la folie? Bien sûr, je le sais. Mais oui. Mais si je pouvais vous soumettre tous les deux à un petit traitement, vous iriez à l'asile, vous aussi. Et puis, si je suis fou, comment le suis-je devenu? Hein? Oh, ça ne vous regarde pas. Et ne regarde personne, bien sûr. Allez, changeons de sujet. C'est bien ça. De toutes les manières, je veux mourir. Faites de moi ce que vous voulez, je n'existe plus. Ah, voici ma chère Margaret. Ah, viens près de moi, sois gentil avec moi. Tu as toujours été gentil avec moi. Monsieur Adolphe se rappelle-t-il le temps où il était mon enfant chéri? Comme je le bordais le soir, et comme je lui lisais la prière. Et se rappelle-t-il comment je me levais la nuit pour lui donner à boire? Se rappelle-t-il quand il faisait de mauvais rêves, comment j'allumais la lampe et lui racontais de belles histoires? Se rappelle-t-il de tout ça? Parle, Margaret, c'est si bon. Ah, c'est si apaisant pour ma pauvre tête. Parle-moi encore. Oui, je vais parler. Mais il faut aussi qu'il m'écoute bien. Se rappelle-t-il le jour où il ne voulait pas se laisser habiller? Je devais m'y prendre tout doucement, lui dire que j'allais lui mettre un bel habit doré pour qu'il ait l'air d'un prince. Il s'en rappelle? Oui, il s'en rappelle. Et alors je lui mettais une méchante petite veste en laine verte. Je l'obligeais de se tourner et je lui disais « Maintenant, enfile les deux manches. Comme ceci, oui. Voilà. C'est bien, oui, c'est exactement comme ça. C'est ça. » Et puis je lui disais encore « Maintenant, tiens-toi bien tranquille. » Et puis je lui disais « Lève-toi et marche un peu, qu'on voit si elle te va bien. » Voilà, oui, c'est ça, c'est comme ça. Et puis je lui disais « Maintenant, il va se coucher. » Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu viens de faire? Maudite! Qu'est-ce que tu m'as fait? Quelle veste m'as-tu enfilé? Oh, la vieille raison! Qui m'a immobilisé. Non, mais qui aurait pu croire que tu avais tant d'astuces? Capturé, tondu, trompé, sans avoir le droit de mourir. Pardon, monsieur Adolphe, pardonnez-moi. Je ne voulais pas, mais je n'avais pas le choix. Pourquoi m'as-tu fait ça? Surtout toi, en qui j'avais tant confiance. Oh, je veux mourir. La vie est un enfer, la mort un paradis. Ah tiens, te voilà, toi, Laura. On fale. Maintenant, tu joues de la massue pendant qu'Hercule file la laine. Adolphe, regarde-moi. Crois-tu que je sois ton ennemi? Oui, oh oui, je le crois. Je crois que vous êtes toutes mes ennemis. Ma mère, ma sœur, ma première femme que j'ai connue était mon ennemie. Ma fille est devenue mon ennemie lorsqu'elle a dû choisir entre toi et moi. Et toi, ma femme, tu as été mon ennemi mortel car tu ne m'as pas lâché avant que je sois étendu par terre et sans vie comme maintenant. Peut-être y a-t-il eu en moi
une obscure aspiration à t'éliminer comme on élimine un obstacle. Mais qu'est-il advenu de l'amour? De l'amour sain et sensuel que nous avons connu à nos débuts? Laura, cet amour-là est mort, n'est-ce pas? Et quels enfants peuvent bien naître d'un tel amour? Tes soupçons sur la naissance de l'enfant ne sont nullement fondés. C'est bien là le plus terrible. Si mes soupçons étaient un tant soit peu fondés, j'aurais quelque chose à me raccrocher. Or, je n'ai devant moi que des ombres qui se cachent dans les buissons. Et ces ombres ressortent pour ricaner dans mon dos. Mets-moi un oreiller sous la tête. Couvre-moi, mets quelque chose sur moi. J'ai si froid, si horriblement froid. Voici mon châle pour te couvrir. Et regarde, Margrethe t'apporte un oreiller. Le voici. Voilà, tu peux poser ta tête. Donne-moi ta main, mon ami. Ma main! Alors que tu m'as fait attacher les deux mains derrière le dos. Omphale! Omphale! Je sens sur mes lèvres la douceur de ton châle. Il est si doux et tendre comme ton bras. Et il sent si bon la vanille, comme tes cheveux quand tu étais jeune. À Laura quand tu étais jeune. Et que nous nous promenions sous les bouleaux, là où fleurissaient les primes verts, où chantaient les merles. Que c'était beau. Que c'était beau. Ah oui, pense ce qu'était notre vie, et pense à ce qu'elle est devenue. Tu ne voulais pas qu'elle devint cela, non. Je ne le voulais pas non plus. Et pourtant, elle est devenue cela. Qui donc dirige la vie? Dieu. Et Dieu seul. Mais le dieu de la guerre, alors! Ou plutôt la déesse! Ah, quel oreiller vas-tu donner, Margrethe? Il est si dur et si froid, si froid, si froid, Margrethe. Viens, 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 assieds-toi près de moi. Oui, voilà, là, sur cette chaise. Puis-je poser ma tête sur tes genoux comme ça? Ah oui, il fait chaud. Penche-toi sur moi, que je sente ta poitrine. Ah, qu'il est doux de dormir sur le sein d'une femme. Veux-tu voir ton enfant, Adolphe? Parle. Mon enfant. Un homme n'a pas d'enfant. Les femmes seules en ont, et c'est pour ça que leur avenir leur appartient. Ô Dieu qui aime les enfants, écoutez-le, il prie Dieu. Non, c'est toi que je prie. Berce-moi. Je suis fatigué, je suis très fatigué. Je veux dormir. Bonne nuit, Margrethe, et sois bénie entre toutes les femmes. Que lui arrive-t-il? Adolphe? Docteur, que se passe-t-il? Aidez-nous, docteur, si ce n'est pas trop tard, venez. Voyez, il ne respire plus. C'est une attaque d'apoplexie. Il est mort, docteur. Ah oui, je le crains. Je ne peux rien faire. Que celui qui en sait davantage parle. Que Dieu ait son âme. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mon enfant,
Tu es là, mon enfant à moi. Amen.